Mon fils est rentré ce jour-là, le petit, donc de 6 ans, à la maison en disant, j'ai levé le doigt et j'ai dit à la maîtresse, non, maîtresse, notre pays, c'est Israël. Et donc la maîtresse non juive a été un peu surprise. Elle me dit, mais puisque tu vis en France, que ton école est en France, tu es français. Alors il lui a dit, mais c'est pas possible que je sois français parce que mon frère, il est à l'armée en Israël. J'avais invité en tant que maman de soldats combattants à Gaza. Mon fils donc fait dans l'unité des parachutistes, des Tzanchanim, l'unité 202. Ils se sont beaucoup entraînés. Ils ont d'abord combattu à Be'eri, je crois, pas le 7 octobre, mais le 8 ou le 9. Et ensuite, ils se sont entraînés pendant 2, 3 semaines et ils sont rentrés à Gaza au tout début du mois de novembre et il est resté jusqu'à la fin du mois de janvier. Et donc, comme vous le savez, bon, mon fils est Khayal Boded, c'est-à-dire soldat isolé. Nous vivons pour l'instant, j'ai envie de dire, hélas, encore à Paris. Et donc, tout ça a été très nouveau pour nous. Et effectivement, ça a été l'occasion pour toute la famille, ses frères et sœurs, ses parents, de pouvoir ressentir, j'ai envie de dire, non plus en théorie, mais dans la pratique réelle, qu'est-ce que nous appelons un mifran d'Emouna, c'est-à-dire un examen d'Emouna, de confiance en Dieu, puisque il est vrai qu'il y a de multiples occasions dans la vie de pouvoir euh, mettre, de pouvoir faire l'effort en fait, de vivre réellement la Emouna, mais pas à un tel niveau. Des fois, Dieu préserve quand il y a une maladie, etc. Mais au quotidien, finalement, nous vivons, on va dire, avec une parnassa en général mensuelle, nous vivons avec certaines certitudes, on a un système médical qui fonctionne bien, voilà, on vit, on ronronne un petit peu dans une forme de train-train d'évidence et c'est absolument nouveau pour nous de pouvoir expérimenter le principe de la Emouna sans avoir quoi que ce soit sur lequel nous appuyer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les enfants sont rentrés à Gaza, évidemment, on leur a pris leur téléphone quelques jours avant et il n'y a plus eu aucune possibilité de communication avec eux pendant 50 jours. Pendant 50 jours d'affilée, nous n'avions pas. Alors, pendant la trêve, ils ont fait passer un téléphone et on a eu peut-être 3, 4 minutes, un appel très rapide. Mais cette ignorance, c'est-à-dire ne rien savoir, en fait, savoir qu'ils sont là-bas, dans cet endroit si horrible, abominable, sous les bombes, sous les booms, face à des terroristes sanguinaires, et ne rien savoir. Et donc, ça a été l'occasion finalement, je crois, d'essayer. Moi, j'ai tenté de réfléchir cette idée d'Emouna, qui si longtemps a été, on en parle, je vous le disais, finalement, malheureusement, plus de façon théorique que pratique, parce qu'on ronronne dans la vie, parce que la vie suit son cours, grâce à Dieu, elle suit son cours, et puis tout d'un coup, cette guerre, tout d'un coup, un enfant combattant à Gaza, et là, tout d'un coup, eh bien, il n'y a plus aucune certitude. Et finalement, Alors, d'un côté, évidemment, la fierté extraordinaire de pouvoir participer, et encore plus de loin, de pouvoir participer activement à l'effort général du peuple d'Israël. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai une petite anecdote que je peux partager avec vous où j'ai réalisé à quel point ça a renforcé encore plus l'amour d'Israël et l'identité de nos enfants, le lien à Israël, puisque mon petit dernier qui a 6 ans, qui est au CP, qui a une maîtresse dans une école juive, mais qui a une maîtresse non juive, une institutrice non juive, et à l'occasion, donc il est très concerné par le fait que son frère soit à Gaza, qu'il y a la guerre, etc. Et à l'occasion d'un enseignement à l'école où elle leur a enseigné les pays et donc leur a dit et répété que eux, ils sont français, que leur pays, c'est la France, puisqu'ils vivent à Paris, ils sont français. Et donc, mon fils est rentré ce jour-là, le petit, donc de 6 ans, à la maison en disant, j'ai levé le doigt et j'ai dit à la maîtresse, non, maîtresse, notre pays, c'est Israël. Et donc, la maîtresse non juive a été un peu surprise. Elle me dit, mais puisque tu vis en France, que ton école est en France, tu es français. Alors, il a dit, mais c'est pas possible que je sois français parce que mon frère, il est à l'armée en Israël et il combat en Israël, donc ça veut dire que je suis pas français et que mon pays c'est Israël. Et j'ai adoré cette anecdote parce que je me suis dit que finalement, le fait, dans la douleur en fait, dans la douleur et dans l'inquiétude, et il voyait les larmes et elles étaient
là tous les jours est présente et l'inquiétude, bah, finalement, ce qu'il a compris, c'est que le lien, le vrai lien, c'est celui-là. Et donc, j'ai eu l'occasion, du coup, de réfléchir à cette idée d'Emouna un petit peu différemment. Et je me suis souvenue du lien qu'il y a entre le mot Emouna, donc la confiance en Dieu, la croyance, mais qui se décline en confiance, et le fait que dans le mot Emouna, il y a le mot M, une maman. Et c'est évidemment pas fortuit s'il y a une racine commune entre la maman et la Emouna. Et la Emouna, souvent on se trompe et pense que la Emouna, c'est de dire tout ira bien. Dire tout ira bien, le Chazon Ish dit c'est une erreur commune, les gens disent mais tout ira bien, avec l'aide de Dieu, Gamzoul et Tova, et tout ira bien. Il dit c'est pas de la Emouna ça. Ça c'est de la naïveté. On ne sait pas si tout ira bien. On ne sait pas, ça, les choses peuvent aller bien et c'est ce qu'on souhaite et c'est pour ça qu'on prie, mais elles peuvent aussi ne pas aller bien. Et la Emouna, c'est de savoir que quoi qu'il arrive, ça vient du roi du monde, du maître de l'univers, et qu'il prend soin de ses enfants, et que des fois, on ne comprend pas la conduite. Évidemment, on ne comprend pas le 7 octobre, mais que cela relève d'un processus dans le temps. Donc la Emouna, je répète, ce n'est pas de dire tout ira bien, c'est te dire ce qu'il va y avoir, ce qui se passe et qui va continuer de se passer, c'est c'est prévu par le grand artisan de l'univers. Et donc, de comprendre en fait que nous faisons partie d'un processus. Et que si je prends une photographie du processus, donc un processus, c'est comme un film. Mais si je prends une photographie du processus, et ben à un moment donné, ça ne nous convient pas. Et à un moment donné, être une maman à Paris, ou en Israël d'ailleurs, d'un fils qui est à Gaza, de n'avoir aucune nouvelle et d'imaginer les pires choses. Et je vous avoue que tous les matins, la première chose après Modéani, c'est d'ouvrir I24 et de regarder s'il y a des noms de soldats et Dieu préserve. Mais c'était mon réflexe pendant les 50 jours et ensuite le mois après, parce qu'il est retourné à Khan Younes après être sorti 48 heures. Et quand je voyais que c'était l'unité parachutiste, je rentrais dans des angoisses absolument folles. Et je m'en voulais parce que je me disais, quelle que soit l'unité, c'est très grave, c'est terrible. Donc je m'en voulais d'avoir pour ainsi dire, cet égoïsme d'être à l'affût, de voir qu'est-ce qui se passe dans l'unité des parachutistes. Mais j'ai compris à un moment, enfin, il a fallu tout un processus justement, de comprendre que l'Aïmouna, c'est un processus et que si je prends une photographie à l'instant T, bah forcément, cette photographie de l'instant T, elle va pas me convenir. Mais que je dois comprendre l'instant T dans un processus en devenir. Et pourquoi dans Emouna, il y a M, il y a Ima? Eh bien, parce que pour devenir une Ima, pour devenir une maman, eh ben, il faut forcément passer par le processus de la grossesse, qui n'est pas toujours agréable, qui n'est pas toujours facile, dans lequel il y a des douleurs, et il y aura une douleur ultime, celle de l'accouchement. Et pourtant, pourquoi est-ce qu'on accepte cet accouchement et pourquoi même on accepte d'autres accouchements par la suite? Eh bien, tout simplement parce qu'on sait qu'il fait partie d'un processus dans lequel il va y avoir la naissance de quelque chose. Quelque chose va naître dans notre existence. Et en fait, l'Aïmouna, à ce moment-là, je crois que j'ai réalisé que même si voilà, tu n'as pas de nouvelles, tu n'as pas de moyens de communication, tu ne sais rien, tu es angoissé, eh bien, en fait, ton fils et ton histoire et tout ton peuple font partie d'un processus et quelque chose va naître dans ce processus. Et alors, à partir de là, je me suis dit, OK, c'est un processus, eh bien, il faut être actif. Donc, je suis rentrée dans une forme d'hyperactivité à, à m'agiter dans tous les sens pour faire émerger cette naissance, pour faire émerger ce processus. Et à partir de là, à un moment donné, quand j'essayais de comprendre, mais on doit apporter une réparation au 7 octobre, donc je me suis concentrée sur ce que le 7 octobre a brisé en me disant, bah, c'est ça qu'il faut réparer. Et donc, qu'est-ce qu'a brisé le 7 octobre? Et je me suis dit, ça a brisé trois frontières. La première frontière, c'est celle du Shabbat. Le 7 octobre est un Shabbat Simchat Torah. La deuxième frontière, c'est la frontière sécuritaire d'une maison. Ils ont pénétré les maisons pour kidnapper, pour tuer, massacrer. Et la troisième frontière qui a été pulvérisée, c'est la frontière du corps, en créant des crimes sexuels à tout va. Trois frontières successives, le Shabbat, la maison et le corps. Et toujours dans cette réflexion de Ima et Mouna, je réalise que finalement, ces trois frontières-là, en même temps,
je vois les nouvelles et je vois les affiches partout, Lochamim à la Baït, on se bat pour notre maison, on est en train de défendre notre maison. Et en même temps que ça, la fameuse conversation de 4 5 minutes avec mon fils au milieu de Sajaya, dans Gaza, la conversation qu'on a eue, les quelques questions en quelques minutes qu'il a pu nous poser, il m'a posé des questions sur notre table de Shabbat. De quoi vous parlez Shabbat? Qu'est-ce qui se passe Shabbat à la maison? Et la deuxième question, c'était, et au fait, après Gaza, je rencontrerai une fille, j'aurai un chidour. Il se projetait sur l'après, ce qui est un ancrage très fort, c'est-à-dire deux ancrages très forts, la maison, la table de Shabbat, le Shabbat familial, et l'après, c'est-à-dire l'éventualité d'un mariage, d'un ancrage dans une vie de construction. Deux ancrages très forts. Et là, je me dis que finalement, ces trois frontières pulvérisées, le Shabbat, la maison, le corps. On se bat pour la maison, l'ochamim à la baït. Et cet enfant-là à Gaza qui dit, maman, parle-moi de la maison, parle-moi de ma construction future, parle-moi de notre table de Shabbat. Et je me suis dit que finalement, ce qui les fait tenir là-bas, dans Gaza, c'est de prendre un bout de leur maison et de les amener avec eux. D'amener avec eux cette sécurité de la maison. Et je réalise de ce fait-là, et vous allez comprendre pourquoi je vous parle d'hyperactivité aussi, je réalise que les mitzvot juives féminines que nous appelons mitzvot habayit, les mitzvot de la maison, eh bien, il y en a trois. Et je me dis, mais finalement, ces trois mitzvot-là, c'est la réparation absolue des trois frontières que le Hamas a brisées. La frontière du Shabbat. Face à ça, nous allumons des bougies de Shabbat. Et donc, je suis partie dans une hyperactivité de pousser les dames à allumer leur bougie de Shabbat, qu'elles soient chômeurs Shabbat ou pas, à allumer à l'heure leur bougie de Shabbat pour faire émerger cette lumière-là, pour que cette frontière du Shabbat puisse de nouveau apparaître. La deuxième, c'est la mitzvah de la challah. Vous savez, quand on fait une pâte à pain qui gonfle, de prendre premier morceau de pain et de le consacrer. À l'époque, c'était au Kohen. Et c'est pour faire résider dans la maison la présence divine. Donc, c'est la frontière donc, de la maison. Et d'ailleurs, vous remarquerez que quand on fait une pâte, eh bien, il y a une dispersion de farine que l'on va concentrer en une pâte bien saisissable. Donc, c'est refabriquer cette frontière donc, de la maison, c'est l'odeur de la maison. Enfin, voilà, on pourrait décliner encore cette idée. Et la troisième, le corps qui a été violé, eh bien entendu, la loi du mikvé, la loi de Nida, et donc du respect du corps féminin, de la protection du corps féminin. Et donc, à partir de là, eh bien, je suis allée de très nombreuses fois en Israël depuis le 7 octobre pour faire de multiples afrashot challah collectives. Une fameuse en Israël avec plus de 1300 femmes francophones. Et là encore, je suis en train d'organiser avec le Mizrahi France un voyage pour femmes, spécial pour femmes, un voyage en Israël au mois de mars d'aide concrète, de bénévolat et de volontariat en Israël. Et pourquoi pour femmes? Eh bien, parce que je crois que la femme, à travers ces trois mitzvot-là, représente un petit peu cette protection de la maison, le baït, et que quand j'ai réalisé que mon fils, qu'il amenait avec lui à Gaza, ce petit bout de maison qu'il amenait à Gaza, qui le réancre dans la réalité et dans le concret, c'est la maison, eh bien je me suis dit, on va apporter à notre niveau, à notre petit niveau, essayer de réparer ces frontières pulvérisées par le Hamas Imarchemo en travaillant sur ces trois fondamentaux qui sont la challah, qui sont l'allumage des bougies et le mikvé, là, dans des groupes plus intimes où j'explique également, les personnes qui le souhaitent, j'explique cela. Et d'ailleurs, et c'est le dernier élément, je finirai avec ça, à y réfléchir, on disait que la Emouna, c'est comprendre que tout est processus et que quelque chose va naître, même si là, tout de suite, c'est difficile. Eh bien, je réalise que ces trois mitzvot-là, qui sont caractérisés par les sages dans le Talmud, mitzvot abayit, les mitzvot de la maison, donc c'est l'ancrage maison, eh bien, ce sont des mitzvot qui parlent aussi d'un processus. Parce que vous savez, la challah, on la prélève que sur une pâte levée, pas sur une pâte qui ne lève pas. Et la pâte levée, c'est le principe même du processus, c'est-à-dire j'attends et je laisse pousser, je laisse advenir. Bien entendu, le mikvé, c'est
toute l'idée du processus, du cycle féminin. Et le Shabbat, eh bien, le Shabbat, c'est le moment où nous arrivons au processus. C'est l'aboutissement du processus. Le processus de la semaine, et la semaine à cet aboutissement, le Shabbat va donner du sens à toute la semaine, qui est elle-même processus de transformation. Mais durant le Shabbat, on a enfin ce goût et cette saveur autour du processus. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, moi en tout cas en tant que maman de Khayal qui se bat, qui est courageux, eh bien, ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui, c'est que nous devons croire de toutes nos forces. Vous savez, on dit Anima Amin, je crois, Anima Amin, Bemuna Shelema, Beviat HaMashiach, que le Mashiach viendra chez Yavo, qu'il va venir. C'est-à-dire, Anima Amin, je crois aujourd'hui, mais que quoi? Que quelque chose va venir, que quelque chose va advenir. Nous avons, j'ai envie de dire, l'obligation aujourd'hui, depuis le 7 octobre, de croire, même si, je vous dis pas plus tard que hier, quand on était tellement heureux de voir que 2 otages ont été libérés, je rentre dans ma voiture, j'allume France Info et ce que j'entends, c'est vraiment insupportable à entendre, absolument insupportable. On parle, au lieu de dire que 2 otages sont libérés, on dit qu'il y a 2 compatriotes et on va dire qu'il y a 100 Palestiniens tombés au lieu de dire qu'il y a 100 terroristes qui sont tombés. Donc, on vit dans un monde de shaker, de mensonges absolus. La seule possibilité de pouvoir survivre à ça, c'est de comprendre qu'il y a un processus, qu'on ne le comprend pas tout à fait, qu'on ne peut pas prendre un arrêt sur image, on ne peut pas photographier l'instant, mais on peut laisser se dérouler cette histoire-là. Et à chacun, chacune d'entre nous, et peut-être que je m'adresse encore plus aux mamans qui sont présentes ici ou aux femmes qui sont présentes ici, de pouvoir envoyer des bouts de maison à tous ceux qui en ont besoin, de représenter cette maison. Alors, ça peut être à travers un voyage de bénévolat comme nous l'organisons avec le Mizrahi au mois de mars, peu importe de quelle façon, mais il y a de multiples façons. Ça peut être en allumant des bougies, ça peut être en allant en Israël, ça peut être en apportant du réconfort à un soldat que vous connaissez ou à une famille déplacée. Il y a 1000 façons, je crois, d'apporter du réconfort. Mais en tout cas, de toujours vous concentrer sur cette idée-là de processus et de quelque chose est en train d'advenir. Nous avançons avec certitude vers l'émergence de quelque chose de merveilleux pour le peuple d'Israël et nous prions pour que ce soit la Géoula, pour que ça s'appelle la Géoula.